Que diriez-vous si je vous disais que les années 80 n'étaient pas seulement une décennie de musique emblématique et de mode excentrique, mais aussi de certains des aliments les plus étranges et oubliables de l'histoire? Des hamburgers impossibles à manger au soda qui n'auraient jamais dû exister, ce voyage vous emmènera des désastreux Sloppy Joes des cantines scolaires aux frustrants hamburgers de saucisses italiennes. Numéro 1. Sloppy Joes. Le chaos des cantines scolaires. Qu'est-ce qui peut être pire quand on a faim? Et que la seule chose disponible à la cantine est un désastre servi dans un pain? Si vous êtes allé à l'école dans les années 80, vous savez probablement de quoi je parle. Les Sloppy Joes étaient le cauchemar récurrent des déjeuners scolaires. Ce plat consistait en de la viande hachée nageant dans une sauce à base de tomates. Tout cela, généreusement étalé sur un pain qui, dans le meilleur des cas, parvenait à rester intact pendant quelques minutes. Cela semble simple, mais en pratique, c'est devenu l'un des aliments les plus détestés de la décennie. Pourquoi? Commençons par le chaos qu'il causait. Le mélange était si liquide qu'à la première bouchée, le contenu. Inévitablement, il finissait par couler sur tes mains et sur tes vêtements. Un véritable défi pour rester propre avant de retourner en cours. En plus du désastre visuel et tactile, il y avait le goût. Les Sloppy Joes des cafétérias étaient célèbres pour être un équilibre désastreux entre le sucré et l'insipide. De nombreux étudiants se plaignaient que la sauce avait plus le goût de ketchup dilué avec de l'eau que d'une véritable sauce tomate. Et la viande, eh bien, c'était un autre mystère. Elle était souvent difficile à mâcher et avait une texture qui laissait les étudiants se gratter la tête, se demandant si c'était vraiment de la viande. Numéro 2. Oreo. Big Stuff. Le géant que personne ne voulait manger. Dans les années 80, Oreo a décidé que son célèbre biscuit avait besoin de quelque chose de plus. La solution? Le rendre plus grand. C'est ainsi qu'est né l'Oreo. Big Stuff, une version colossale du biscuit classique que tout le monde aimait. En théorie, l'idée semblait brillante. Si une petite Oreo était bonne, une Oreo géante devait être meilleure, n'est-ce pas? Eh bien, comme beaucoup l'ont découvert, en réalité, les choses ne fonctionnent pas toujours comme dans l'imagination. L'Oreo Big Stuff était à peu près de la taille d'un hamburger, ce qui, rétrospectivement, semblait trop grand pour être un simple biscuit. Elle était si grande que la manger était tout un exploit. Essayer de lui donner une bouchée sans qu'elle ne s'effondre complètement dans vos mains était presque impossible. Et que se passait-il si vous essayiez de la tremper dans un verre de lait? Bonne chance avec ça, car elle ne rentrait tout simplement pas. Quelle frustration pour les amateurs du rituel classique de l'Oreo et du lait. Les gens se sont vite rendus compte que plus ne signifie pas toujours mieux. Alors que l'Oreo classique offrait la combinaison parfaite entre la quantité de biscuits et de crème, l'Oreo Big Stuff gâchait tout. Sa grande taille faisait que la proportion de biscuits à crème se faisait sentir. Étrange, presque comme si tu mangeais une montagne de biscuits avec une petite couche de crème au centre. À la fin, beaucoup se sont sentis dépassés. Et ils ont cessé d'apprécier le goût classique qu'ils aimaient tant. Numéro 3. Dr Chewing Gum. Poivre. Le goût que personne ne pouvait mâcher. Dans les années 80, le chewing-gum était à son apogée, et les marques rivalisaient férocement pour créer le prochain chewing-gum innovant. Et ainsi, la célèbre boisson gazeuse Dr Pepper a décidé de se lancer dans l'arène en créant un chewing-gum avec son goût caractéristique de poivre. Liba, que tu puisses profiter du goût de la boisson tout en mâchant. Tout dans un seul paquet. Ce qui semblait être un coup intelligent s'est rapidement révélé être une déception totale. Dr Gan Pepper promettait une expérience sensorielle unique, un centre liquide qui imiterait le goût de la boisson gazeuse à chaque bouchée. Ça semble assez intéressant, non? Le problème survenait lorsque les consommateurs l'essayaient. Bien que la première bouchée offrait une rafale du goût caractéristique de Dr Pepper, ce goût disparaissait. Presque aussi vite qu'il arrivait. En moins de 5 secondes, le goût commençait à s'estomper, laissant à la place un chewing-gum insipide et caoutchouteux que personne ne voulait continuer à mâcher. Le centre liquide, qui était censé être la star du spectacle, n'était pas aussi impressionnant qu'il le promettait. Certains consommateurs rapportaient que la sensation était plus étrange que plaisante, comme si vous mâchiez un soda qui n'aurait jamais dû être solide. De plus, contrairement à un soda que vous pouvez savourer lentement. Dr Gan Pepper
ne durait pas assez longtemps pour que l'expérience soit satisfaisante. Il s'évanouissait avant même que l'on puisse goûter à la nostalgie qu'il promettait. Numéro 4. Coca-Cola IC. Ecto. Le jeu qui effrayait plus que les fantômes. En pleine fièvre des chasseurs de fantômes est apparu l'un des produits les plus étranges des années 80. Ils nous ont laissé le IC Ecto Coca. Ce jus, présenté avec une couleur verte éclatante et phosphorescente, et mettant en vedette Slimé, le célèbre fantôme de la série animée, semblait destiné à devenir un succès. Les enfants étaient ravis de pouvoir mettre la main sur quelque chose qui les reliait à leur héros chasseur de fantômes. Mais ce qui promettait d'être une boisson amusante s'est avéré être une abomination sucrée que beaucoup préféreraient oublier. Tout d'abord, parlons de la couleur. Vert, brillant. Ce n'était pas exactement la couleur que les gens attendaient d'un jus. Bien que Slimé sur la boîte puisse sembler attrayant pour les plus jeunes, une fois goûté, la réalité était tout autre. Imaginez ouvrir votre boîte à lunch et voir cette boisson phosphorescente vous regarder depuis le verre. Pour beaucoup, la couleur suffisait à les éloigner avant même d'y goûter. Ensuite, il y avait le goût. Le IC Ecto Coke était censé avoir un goût d'agrumes, mais la plupart des gens le décrivaient comme quelque chose de terriblement sucré. Presque insupportable. C'était comme boire du sucre liquide teinté en vert. Si la couleur ne te repoussait pas, le goût le faisait certainement. Bien que certains enfants semblaient l'apprécier, la plupart finissaient par être submergés par le goût artificiel, qui laissait un arrière-goût qu'on ne pouvait pas enlever même avec plus de jus. Numéro 5. McDonald's, McDLT. Le hamburger qui séparait plus que les saveurs. Pendant les années 80, McDonald's a essayé de révolutionner la façon de manger un hamburger avec son McDLT. Cette invention ingénieuse consistait en un emballage qui séparait les ingrédients froids des chauds. En théorie, la laitue et la tomate restaient croquantes et fraîches dans un compartiment, tandis que la viande et le fromage restaient chauds dans l'autre. Il suffisait de réunir les deux côtés et de profiter d'un hamburger parfaitement équilibré en température. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Eh bien, beaucoup. La première grande plainte concernant le McDLT était son emballage. Bien que l'idée de garder les ingrédients séparés soit novatrice, l'emballage en polystyrène était encombrant et peu pratique. Il prenait plus de place que n'importe quel autre hamburger et était difficile à manipuler. Mais le pire était l'impact environnemental. À une époque où la conscience écologique commençait à croître, le McDLT a été rapidement critiqué pour être un gaspillage de plastique. Ce qui a fait que beaucoup l'ont vu d'un mauvais œil dès le début. Mais l'emballage n'était pas le seul problème. Une fois que l'on réunissait les deux côtés du hamburger, beaucoup se rendaient compte que le goût et la texture n'étaient pas si spectaculaires. Comme promis, McDonald's. La viande, bien que chaude, était souvent sèche, et la laitue et la tomate, bien que froides, n'arrivaient pas à apporter suffisamment de fraîcheur pour compenser le goût général qui laissait beaucoup à désirer. Beaucoup de clients ressentaient que, au lieu d'améliorer le hamburger, le McDLT le compliquait inutilement. Numéro 6. Nouveau Coca. Le fiasco de la formule perdue. Peu de produits dans l'histoire de l'alimentation ont suscité autant de remous que la New Coke. En 1985, Coca-Cola a décidé de faire un changement radical à sa formule emblématique, dans une tentative de revitaliser la marque et de concurrencer son rival éternel, Pepsi. Ce à quoi il ne s'attendait pas. C'était la réaction presque unanime de rejet de la part des consommateurs, qui a transformé cette expérience en l'un des échecs les plus retentissants de la décennie. La New Coke promettait un goût plus sucré et moderne, adapté aux préférences changeantes du public. Mais ce qu'elle a réellement réussi à faire, c'est d'aliéner ses consommateurs les plus fidèles. Pour beaucoup, la nouvelle formule ne ressemblait en rien à la classique Coca-Cola. Elle était plus essayante et moins rafraîchissante. Et le changement radical du goût emblématique que tout le monde connaissait et aimait a été perçu comme un coup porté à la tradition. La réaction a été si négative que les lignes de service client de Coca-Cola ont été saturées de plaintes de personnes exigeant le retour de la formule originale. Numéro 7. Grésillant. Le bacon sain qui n'a satisfait personne. Dans les années 80, lorsque les préoccupations pour la santé ont commencé à prendre de l'ampleur, le bacon a été désigné comme l'un des méchants de l'alimentation. Riche en graisse et en calories, mais si délicieux que beaucoup ne pouvaient y résister. Les gens ont commencé à chercher des alternatives plus saines.
C'est ainsi qu'est né Sizzling. Un produit qui promettait tout le goût du bacon, mais sans les conséquences pour la santé. Fait à base de dinde, il était commercialisé comme une option faible en graisse et en calories, parfaite pour ceux qui voulaient profiter d'un petit déjeuner savoureux, sans remords. Cependant, il est vite devenu clair que le sizzling était plus une promesse vide qu'une délice culinaire. Le premier grand problème avec le sizzling était son goût. Contrairement au bacon traditionnel, qui avait ce délicieux et profond goût fumé, le sizzling semblait insipide. Bien qu'il ait été conçu pour ressembler au bacon en apparence, chaque bouchée révélait une texture caoutchouteuse qu'il ne parvenait pas à reproduire. L'expérience croustillante et satisfaisante du vrai bacon. Beaucoup de consommateurs le décrivaient comme du plastique à mâcher et cela, pour tout amateur de petit déjeuner, était un échec monumental. Numéro 8. Bonbons de régime AIDS. Quand le nom a tout gâché. Dans les années 80, les solutions pour perdre du poids étaient partout, et parmi elles, sont apparus les bonbons de régime AIDS. Ces petits bonbons promettaient d'aider les consommateurs à contrôler leur appétit, rendant la perte de poids plus facile. Comment ? Par un moyen aussi simple que savoureux, manger un bonbon avant les repas. En théorie, cela semblait être la solution parfaite, un bonbon qui non seulement était délicieux, mais promettait aussi de vous faire maigrir. Cependant, la réalité fut bien plus amère, et pas précisément à cause du goût. Le premier grand problème des bonbons AIDS n'était ni leur efficacité ni leur goût, mais leur nom. À mesure que l'épidémie de sida a commencé à gagner en notoriété dans les années 80, la coïncidence malheureuse des noms entre le produit et la maladie est devenue un obstacle impossible à surmonter. Bien que « AIDS » vienne du mot « AIDS », en anglais « AIDS ». L'association avec le virus a fait que les consommateurs ont commencé à les éviter complètement. Après tout, personne ne voulait être vu en train d'acheter un produit qui sonnait comme une maladie mortelle. Numéro 9. Steak MS. Le steak que personne ne voulait mâcher. Dans la vie trépidante des années 80, la commodité était la clé pour de nombreux foyers, et peu de produits promettaient autant de gains de temps que les steaks MS. Ce produit consistait en de fines lamelles de steak congé, que l'on pouvait cuire rapidement dans une poêle pour avoir un repas prêt en quelques minutes. En théorie, cela semblait être une solution parfaite pour ceux qui aimaient le steak, mais ne voulaient pas s'embêter avec le temps et l'effort que nécessitait la cuisson. 1 depuis 0. Cependant, comme de nombreux consommateurs l'ont découvert, parfois ce qui est facile n'est pas le meilleur. Le principal problème avec les steaks MS était leur texture. Contrairement à un bon steak, qui est juteux et tendre, les steaks MS étaient fins, secs. Et, pire que tout, durs, comme un chewing-gum. Mâcher ces lamelles de viande demandait un effort considérable, et bien qu'elles cuisaient rapidement, le résultat final ne ressemblait même pas de loin à ce que l'on attend d'un steak. De plus, étant si fines, les lamelles cuisaient trop rapidement, ce qui donnait une viande sans aucune jutosité ni saveur. Numéro 10. Cuisine liant. La nourriture qui promettait la santé, mais avait le goût de carton. Dans les années 80, la préoccupation pour le poids et une vie saine était à son apogée, et c'est alors que Liant Cuisine a fait irruption sur le marché. Cette gamme de plats surgelés promettait quelque chose de révolutionnaire, des repas faibles en calories qui ne sacrifiaient pas le goût. Liant Cuisine vendait le fantasme de manger comme si vous étiez dans un restaurant chic, mais avec la commodité d'un micro-ondes. Les publicités montraient des plats attrayants, bien présentés avec une touche de sophistication, mais la réalité que beaucoup de consommateurs ont vécue était assez différente. Le premier grand problème avec Liant Cuisine était que, bien qu'elle promettait des repas gastronomiques, ce que les gens trouvaient en ouvrant le paquet était une portion minuscule et peu appétissante. Les photos sur la boîte montraient des plats colorés, mais ce qui sortait du micro-ondes était une triste masse de nourriture insipide. Les portions étaient si petites qu'elles semblaient faites pour des enfants et non pour des adultes affamés après une longue journée de travail. Le deuxième problème, et peut-être le plus grand, était le goût. Les premières versions de Liant Cuisine souffraient de ce que de nombreux consommateurs décrivaient comme un goût de carton. Numéro 11. Bagel Eat. La pizza qui est restée à moitié. Dans les années 80, la nourriture rapide et pratique était la tendance du moment. Et qu'est-ce qui pouvait être mieux que la pizza ? Les créateurs de Bagel Eat ont eu l'idée brillante de combiner deux aliments populaires, les bagels et la pizza.
Au lieu d'une pizza traditionnelle, les Bagel Beats offraient de petites bouchées de pizza sur un mini bagel. Ce qui promettait d'être le goûter parfait pour les enfants et les adultes occupés. Mais, comme beaucoup de produits de l'époque, l'idée est restée à moitié. Le principal problème avec les Bagel Beats était que, étant si petits, il était difficile de les cuire de manière uniforme. Le bagel finissait souvent par être trop dur ou trop mou, selon le temps que vous les laissiez au four ou au micro-ondes. Les consommateurs se plaignaient que réussir la texture parfaite était presque impossible. Et l'expérience de mordre dans un bagel croustillant à l'extérieur et presque cru à l'intérieur n'était pas vraiment agréable. Numéro 12. Crystal Pepsi. Le soda transparent qui manquait de clarté. À la fin des années 80, Pepsi a décidé de porter l'innovation à un autre niveau, en lançant un soda qui brisait toutes les normes. Crystal Pepsi. Cette boisson était révolutionnaire, car elle promettait tout le goût d'un cola traditionnel, mais avec une touche. Elle était complètement transparente. Pepsi pariait que la pureté et la clarté visuelle attireraient les consommateurs et que cette nouvelle approche ferait de Crystal Pepsi un succès. Malheureusement, le résultat fut très différent. Dès la première gorgée, de nombreux consommateurs se sont rendus compte que Crystal Pepsi n'était pas ce qu'ils attendaient. Bien qu'elle était censée avoir le même goût que la Pepsi traditionnelle, quelque chose dans le goût ne collait pas tout à fait. Certains ont dit qu'elle était trop sucrée, tandis que d'autres affirmaient qu'elle n'avait pas le même impact qu'un cola normal. Le simple fait qu'elle soit transparente affectait la perception du goût. Pour beaucoup, l'absence de la couleur sombre caractéristique faisait que le soda semblait insipide, bien qu'en théorie il devait être le même. Numéro 13. Ride des fruits. Les fruits qui se sont ridés pour toujours. Dans les années 80, la tendance vers des aliments plus sains commençait à croître. Et avec cela est apparue l'émergence de produits qui tentaient de déguiser des options plus saines sous des formats attrayants. C'était l'une de ces tentatives. Il s'agissait de petits encas de fruits qui, en théorie, promettaient d'offrir une alternative nutritive aux bonbons traditionnels. Leur slogan était clair. C'étaient des fruits, mais sous forme de collation, pour que les enfants puissent les apprécier comme s'il s'agissait de friandises. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu'ils l'espéraient. Le plus gros problème de S. Orink était sa texture. Ces encas, bien qu'ils soient faits de vrais fruits, avaient une apparence et une sensation plus proches de la gomme à mâcher que d'un fruit. Les petites rides de fruits semblaient plus collantes qu'elles ne l'auraient dû, et de nombreux consommateurs se plaignaient qu'elles restaient collées aux dents ou se désagrégeaient de manière étrange dans la bouche. Ce qui était censé être une collation légère et saine s'est avéré être quelque chose de difficile à mâcher. Et dans certains cas, franchement désagréable. Numéro 14. Bar de petit déjeuner. Carnation, un petit déjeuner difficile à avaler. L'idée d'un petit déjeuner rapide et nutritif a toujours été attrayante, et dans les années 80, Carnation a tenté de répondre à cette demande avec ses bars de petit déjeuner, Carnation. Ces bars promettaient d'offrir un repas complet dans un format portable que les consommateurs pouvaient emporter avec eux et manger en déplacement. La promesse était tentante. Profiter d'un petit déjeuner équilibré sans avoir besoin de passer du temps en cuisine. Cependant, les bars de Carnation se sont rapidement révélés être plus un obstacle qu'une solution. L'un des principaux problèmes de ces bars était leur texture. De nombreux consommateurs décrivaient les bars comme sèches et friables, ce qui rendait presque impossible de les manger sans un verre d'eau ou de lait à côté. Au fur et à mesure que vous mordiez, la barre se désintégrait dans votre bouche, laissant une sensation de sable qui n'était pas du tout agréable. Ce qui aurait dû être un petit déjeuner facile à consommer, se transformait en une expérience assez désagréable pour le palais. Numéro 15. Facture de banquet en bagel. Le banquet que personne n'a voulu répéter. Les années 80 étaient une époque où la commodité était primordiale. Tout, et peu de produits promettaient autant de facilité que les sacs à bouillir pour banquet. Ce concept innovant consistait à placer un repas complet dans un sac scellé qui ne nécessitait qu'à être bouilli. Le résultat, un repas rapide et prêt à servir, sans avoir à se soucier de salir la cuisine. Mais bien que l'idée semblait attrayante, la réalité des sacs à bouillir pour banquet était une autre histoire. Le principal problème avec ces repas préemballés était la texture. En faisant bouillir tous les ingrédients ensemble dans un seul sac, les légumes et les protéines étaient trop cuits.
ce qui résultait en une masse pâteuse qui manquait de la fraîcheur et du contraste de texture qu'on attendrait d'un repas. Le deuxième grand problème était le goût. Les repas banquets promettaient d'offrir une variété de plats classiques, comme la dinde ou le poulet avec sauce, mais au final tout avait le même goût. Un mélange ennuyeux et sans distinction de saveur. Numéro 16. Soda Juba Buba. Une autre bulle qui a éclaté. Dans les années 80, la créativité dans les aliments et boissons semblait ne pas avoir de limite. L'une des tentatives les plus curieuses de cette époque fut la création de la bubblegum soda, une boisson qui essayait de capturer le goût du célèbre chewing-gum bubblegum sous forme de soda gazeux. L'idée, bien que étrange, avait un certain attrait pour ceux qui adoraient le goût du chewing-gum et cherchaient quelque chose de différent. Cependant, ce qui semblait innovant, en théorie, a fini par être une expérience déroutante pour le palais. La première gorgée de la bubblegum soda laissait une sensation étrange pour beaucoup. L'idée de boire quelque chose au goût de chewing-gum n'avait pas beaucoup de sens. Et la combinaison de ce goût avec la carbonatation typique des sodas était discordante. Alors que le chewing-gum bubblegum était sucré et juteux, le soda n'arrivait tout simplement pas à capturer l'essence du chewing-gum d'une manière agréable. Au lieu d'être une expérience rafraîchissante, beaucoup décrivaient le goût comme écœurant et artificiel, une explosion de sucre qui ne s'équilibrait pas bien avec le gaz. Numéro 17. Pudding pop glacé. Le dessert qui a fondu dans l'histoire. Dans les années 80, l'un des desserts glacés les plus populaires était le Yellow Pudding Pop. Commercialisé comme une alternative plus crémeuse et savoureuse aux glaces traditionnelles, les puddings Pepsi promettaient de capturer toute la délice d'un pudding dans un format portable et congelé. Avec le soutien publicitaire de figures populaires comme Bill Cosby, le produit semblait destiné au succès. Mais, malgré leur popularité initiale, les puddings Pepsi ont rapidement commencé à fondre, tant littéralement que dans le goût du public. Le premier problème avec les puddings Pepsi était que, bien qu'ils soient vendus comme crémeux, beaucoup de personnes ont trouvé que la texture était plus glacée que douce. Au lieu d'être comme un pudding froid, les puddings pop étaient souvent trop durs, ce qui rendait difficile de profiter de la crème promis. Dans le meilleur des cas, les puddings Pepsi avaient une texture légèrement douce, mais dans le pire, ils se sentaient plus comme de la glace que comme du pudding. Cela, évidemment, n'était pas ce que les consommateurs attendaient lorsqu'ils voulaient un dessert décadent. Numéro 18. Hamburger de saucisse italienne. Une option qui n'a jamais été de premier choix. Pour ceux qui cherchaient un changement par rapport au classique hamburger de bœuf dans les années 80, les hamburgers de saucisse italienne premium semblaient une alternative intrigante. L'idée était simple. Au lieu de la viande de bœuf traditionnelle, les consommateurs pouvaient profiter d'un hamburger fait avec de savoureuses saucisses italiennes. Cette innovation promettait des saveurs épicées et riches dans un format familier. Mais comme beaucoup d'autres idées de la décennie, elle n'a pas réussi à répondre aux attentes. Le principal problème des hamburgers de saucisse italienne premium était la texture. Contrairement à la viande de bœuf, qui est généralement juteuse et tendre lorsqu'elle est bien cuite, la saucisse italienne, sous forme de hamburger, avait tendance à être plus dense et grasse. Bien que la graisse soit ce qui donne généralement du goût, dans ce cas, le hamburger finissait souvent par être trop huileux, ce qui n'était pas du tout attrayant pour les consommateurs. Croquer dans un hamburger et sentir l'huile couler sur la main n'était pas l'expérience gastronomique que beaucoup espéraient. Numéro 19. Chef Boyardee. Le chef qui a perdu sa touche. Les années 80 ont vu une explosion des aliments en conserve, et parmi eux, les produits de Chef Boyardee se sont démarqués comme une option rapide et économique pour les familles occupées. Les spaghettis et raviolis en conserve de Chef Boyardee promettaient d'être une solution pratique pour préparer un repas sans effort. Avec la promesse d'offrir des saveurs italiennes authentiques, ce chef fictif a gagné en popularité dans de nombreux foyers. Cependant, malgré son succès initial, ses produits ils sont rapidement devenus l'un des aliments les plus critiqués de l'époque. L'un des problèmes les plus notables des produits de Chef Boyardee était la texture des pâtes. Contrairement aux pâtes fraîches ou cuites al dente, les pâtes en conserve avaient tendance à devenir molles et détrempées. Après être restées des mois, voire des années, dans leur emballage. Les spaghettis et les raviolis ne conservaient pas la fermeté attendue dans un bon plat de pâtes. Ce qui entraînait une expérience de mastication assez décevante.
Au lieu de profiter de la perfection al dente, les consommateurs se retrouvaient avec une masse pâteuse qui ne rendait pas justice au plat italien qu'elle prétendait imiter.